Alors, bonsoir, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous ce soir pour animer cette conférence organisée à l'occasion du Printemps de la recherche et de la création de l'UQAM. Mon nom est Stéphanie Yates, je suis professeure au département de communication sociale et publique. Alors, sans plus tarder, je vais tout de suite céder la parole à M. Christian Agbobli, le vice-recteur à la recherche, à la création et à la diffusion de l'UQAM, qui prononcera le mot d'ouverture de cette conférence. Alors, merci Stéphanie. Chers panélistes, chers membres du corps professoral, enseignants, maîtres de langue, personnes étudiantes, professionnels de l'UQAM, précieux et précieux collègues et amis, écoutez, pour moi, c'est un plaisir d'être là aujourd'hui pour le lancement. Vous savez, c'est la 5e année du Printemps de la recherche et de création, et puis on pourrait dire que c'est la 2e année de l'activité inter-institut qui est réalisée dans le cadre de ce Printemps de la recherche et de la création, qui, grâce à cette activité inter-institut, va continuer à faire reconnaître et faire rayonner le savoir réalisé au sein des instituts, au sein de l'UQAM et également au sein de cette université qui a un statut unique au sein de la société québécoise, statut unique comme lieu multidisciplinaire de formation, de recherche et d'intervention au centre de Montréal et du monde francophone. Le Printemps de la recherche et de la création qu'on retrouve aujourd'hui et qui a lieu jusqu'au 31, donc encore 2 jours si vous voulez assister à plusieurs activités de ce printemps, ce printemps nous permet d'avoir la rencontre des savoirs, la rencontre des disciplines, la rencontre aussi de l'excellence par le biais de l'interdisciplinaire, par le biais de la mobilisation des connaissances. Et pendant le printemps, mais il y a eu une vingtaine d'activités qui se sont déroulées depuis le 20 mars dernier. Et cette année, mais comme je le disais tantôt, c'est la 2e activité inter-institut qui se déroule pour réfléchir sur le monde qui nous entoure. Ce soir en particulier, la réflexion commune portera sur le concept de vivre ensemble, sur la création et la perte de sens. Parce qu'entre les conflits sociaux, les crises sanitaires et l'urgence environnementale, il est souvent difficile de donner un sens à notre monde. Vous le savez, l'UQAM est une université scientifique, humaine, rigoureuse, frondeuse, disent certaines personnes, féministe, désireuse de contribuer au changement social. C'est ce qui fait l'ADN de l'Université du Québec à Montréal. Et l'UQAM provoque des innovations qui permettent aux communautés qu'elle soutient de se développer et de relever les défis qui se dressent devant elles. Et depuis sa création, depuis plus de 50 ans, donc en 1969, je voulais juste faire un test pour savoir si, si vous le saviez. Donc depuis 1969, l'UQAM a entrepris des transformations sociales concrètes, considérables et excellentes qui ont changé et continuent de changer le visage du Québec et par le fait même le visage du Canada et bien sûr du monde. Les changements auxquels a contribué l'UQAM sont nombreux, sont majeurs et pourtant on n'est pas nécessairement conscient du rôle majeur qu'a joué l'UQAM dans la transformation de la société québécoise. Et je le dis souvent, parfois même on pourrait considérer que je radote un peu, mais en écoutant notre grand sociologue, là j'ai oublié son nom, Guy Rocher, notre grand sociologue, Guy Rocher, eh bien Guy Rocher, avec qui j'avais eu l'honneur d'échanger, qui disait, et lui je pense qu'il a plus de mémoire que moi, qui dit que sans l'UQAM, le Québec ne serait pas ce qu'il est. Et effectivement, on a tendance à l'oublier, et je pense que des événements comme
ceux de ce soir nous permettent de montrer l'importance de l'UQAM et l'importance des instituts dans le développement de la recherche, de la création au sein de notre université, mais aussi pour transformer le monde. Chacune et chacun des panélistes rattachés à un des 6 instituts de l'UQAM verra le thème du vivre ensemble à travers le prisme des champs pratiques de son institut qui lui permettront de donner un sens à notre monde. Au final, ce seront 6 angles de vision différents, mais complémentaires qui se structurent ou qui se structureront devant nous pour offrir un regard constructif, précis et pertinent sur les défis à relever afin de favoriser la création d'un sens commun pour le vivre ensemble. Donc ce soir, nous allons parler de langage humain grâce à l'Institut des sciences cognitives, de l'urgence climatique avec l'apport de l'expertise de l'Institut des sciences de l'environnement, d'inégalités sociales et de précarisation dans le milieu de la santé avec l'Institut Santé-Société, vous suivez un peu, de vivre ensemble malgré les conflits armés avec l'Institut d'études internationales de Montréal, des abandons, détérioration, puis finalement destruction de monuments historiques classés grâce à l'Institut du patrimoine, de la marginalisation des contributions des femmes à l'histoire littéraire et culturelle avec l'expertise de l'Institut de recherche et d'études féministes. Et qui sait quelle va être la source de ces réflexions et la source des réflexions de nos chercheuses et chercheurs de demain. Qui sait les transformations qui va pouvoir provoquer l'union des expertises avec cette activité inter-institut. Donc, vous comprendrez ma fierté, comme vice-recteur à la recherche, à la création et à la diffusion, de voir un événement si rassembleur prendre place au sein de l'UQAM, d'autant plus que l'un de mes mandats est de soutenir la recherche et la création au sein de l'UQAM, de propulser la diffusion des travaux et réalisations des chercheuses et chercheurs, créatrices et créateurs de notre université. Et les instituts sont au cœur de ce changement. Les instituts sont aussi, comme le veut notre slogan, au cœur de tout, au centre de tout. Je vous laisse découvrir ce soir, si vous ne le savez pas déjà, toute la richesse de nos instituts et les contributions nous permettront de découvrir ce joyau ou ces joyaux que sont nos instituts pour l'UQAM et pour la société. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le vice-recteur, pour ces bons mots. Donc, on aura en effet l'occasion d'entendre ce soir 6 panélistes autour de la question du vivre ensemble. Ils auront tout un défi et elles auront tout un défi puisqu'ils auront 7 minutes chacune pour nous présenter ce joyau auquel faisait allusion notre vice-recteur. Donc, c'est un programme très ambitieux qui nous attend ce soir. Le vivre ensemble, vous le savez, c'est une question brûlante d'actualité. Le vivre ensemble est aujourd'hui régulièrement mise à mal. Les défis auxquels nous faisons face comme société, la crise climatique au premier chef, exacerberont les tensions déjà existantes entre les différents groupes composant notre société. On nous convie donc à une réflexion à la fois constructive et réaliste, comme l'annonçait le programme, dont l'ambition est malgré tout porteuse d'espoir. Cette question du vivre ensemble sera abordée de manière résolument pluridisciplinaire avec des panélistes issus de divers champs d'études, philosophie, sociologie, sciences juridiques, muséologie et patrimoine, études littéraires. Ces regards croisés sont absolument nécessaires pour faire face aux défis de demain, cette pluridisciplinarité étant d'ailleurs une des forces de l'UQAM. Notre programme se divise donc en 3 grandes parties. Donc, nous nous intéressons d'abord à la perte de sens et aux luttes de sens dans un monde en changement. Puis, nous nous pencherons ensuite sur la création de sens et la nécessité de se redéfinir pour bien vivre ensemble avec un regard à la fois porté sur le passé et sur l'avenir. Enfin, nous conclurons ensemble en réfléchissant aux manières de favoriser la création d'un sens commun pour le vivre ensemble dans un monde en constante transformation. Donc, beaucoup de richesses et de propos au menu. Nous vous demandons de conserver vos questions pour la fin. Nous espérons avoir un peu de temps pour avoir cet échange avec l'audience.
D'abord, avant de débuter, en guise d'introduction, M. Serge Robert, professeur au département de philosophie et directeur de l'Institut des sciences cognitives, nous propose une perspective cognitive sur la question de la création et de la perte de sens. Il nous offrira un regard plus théorique sur comment on perd, comment on crée du sens comme humain, comme société, et comment on pourrait contribuer à créer un sens nouveau. Donc, M. Serge Robert, la parole est à vous. Merci. Vous avez résumé mon introduction. Alors, je viens te sauver une minute. Excellent pour moi. Alors, j'ai appelé ma présentation « Prolifération syntaxique et dissémination sémantique ». Du point de vue des sciences cognitives, donc, il s'agit de savoir sur le plan théorique pourquoi avons-nous ce problème de quête du sens. D'abord, il faut se rappeler qu'un système cognitif est un organe de traitement de l'information et il peut se représenter cette information et la communiquer par des signes. Il a besoin de signes pour le faire, pour manifester sa vie mentale intérieure. Et étudier ces signes donne accès de manière indirecte, à tout le moins, à nos fonctions cognitives. Je vais reprendre ici une trichotomie de Charles Sanders Peirce qui distinguait dans un signe 3 composantes. L'aspect signifiant, le représentant, ce qu'il représente, son objet, et d'autre part, l'interprétant, qui est le moyen de faire le lien entre le représentant et le représenté. Ceci a fait en sorte que quand la linguistique s'est développée, elle s'est donné trois grands champs d'intervention. La syntaxe, l'étude des liens explicites entre les signes, et je dis bien explicites. La sémantique, l'étude des liens implicites entre les signes et ce à quoi ils réfèrent dans le monde, et une pragmatique, qui est la partie de la linguistique qui étudie les rapports entre syntaxe et sémantique, c'est-à-dire les composantes contextuelles qui orientent l'interprétation. Je reviens à Peirce. Peirce, à ce moment-là, de ce point de vue-là, a distingué 3 types de signes selon qu'ils sont plus ou moins concrets, plus ou moins près de leur objet, que le représentant est plus ou moins près ou plus ou moins éloigné, plus ou moins abstrait par rapport à son objet. Un premier type, les icônes. Le signe a un lien concret avec son objet, comme une photo, une image, un schéma. L'indice, le signe suggère l'objet, comme le sang dans la scène de crime pour l'inspecteur de police, ou encore le symptôme qui suggère la maladie dans le diagnostic médical. Et enfin, les symboles, au sens beaucoup plus abstrait du terme, où le signe a un rapport abstrait, conventionnel, construit, appris, culturel avec son objet, comme les mots d'une langue ou comme les nombres en mathématiques. L'humain ne cesse de rendre ces signes de plus en plus abstraits, et plus le signe est abstrait, plus le rôle de l'interprétant prend de l'importance et plus le lien avec le sens se complexifie. Plus les humains se différencient les uns des autres et deviennent ainsi beaucoup plus différents entre eux que ne sont les animaux d'une même espèce entre eux. Les humains ont développé des technologies, les systèmes cognitifs en général ont développé des technologies. Certaines sont des technologies du corps, comme par exemple la bicyclette pour aller plus vite, plus loin, plus rapide, avec moins d'efforts. Certaines sont des technologies de l'esprit. J'essaie de dire rapidement quelques moments importants de l'histoire des technologies de l'esprit. Une première évolution qui est apparue dans le monde animal, c'est un système neuronal peu complexe qui est capable de manier des icônes et des indices. Deuxième évolution importante qui est apparue d'après les historiens des périodes archéologiques il y a environ 2 millions d'années, l'accès au langage verbal chez l'humain, deuxième révolution. Et troisième révolution, on pourrait dire l'accès à l'écriture à partir des Sumériens il y a 2500 ans. Ici, je m'appuie sur principalement Chomsky et Fodor pour dire que quand l'humain a eu accès à des signes symboliques, l'humain est devenu capable de produire des phrases, de traiter les signes avec une syntaxe organisée systématiquement, et ça commence à distinguer beaucoup des autres animaux. Ça lui donne la possibilité de compositionnalité, c'est-à-dire le monde est composé d'atomes organisés en molécules. La systématicité, on perçoit le monde comme un système. La productivité, on peut générer des phrases qu'on n'a jamais entendues, on peut comprendre des phrases qu'on n'a jamais entendues. Donc, l'usage du langage permet une créativité extraordinaire, beaucoup plus grande que celle des autres animaux. Récursivité, abstraction, métalangage. Nous avons la possibilité de réfléchir sur le monde. Je peux parler et je peux dire ce que je suis en train de dire m'apparaît assez intéressant. Et donc, à ce moment-là, je suis dans une perspective métalinguistique. Ma principale thèse est la suivante. La composante syntaxique de notre activité cognitive, ce qui apparaît dans la société, ce qu'on s'échange, ce par quoi on communique, ça se fait en troisième personne. L'aspect sémantique, ça se produit en nous, c'est en première personne. La production du sens est une activité privée à la première personne. Chaque agent cognitif produit dans son activité mentale ses interprétations des signes.
La représentation du sens et la communication du sens se font à la troisième personne, de manière syntaxique. C'est ce qui circule dans la société, c'est ce qui est visible par l'expression explicite d'une chaîne de signes. Pour expliciter et partager le sens, nous n'avons que le recours à sa représentation syntaxique et à des suggestions contextuelles, pragmatiques, pour nous suggérer l'interprétation sémantique. On peut aussi nous imposer ou tenter de nous imposer. Je dirais que dans les sociétés humaines, nous passons notre temps à essayer d'imposer aux autres nos interprétations. D'où deux thèses très importantes du philosophe Quine, l'inscrutabilité de la référence. Je ne suis jamais certain du sens que l'autre attribue au signe. Je ne suis jamais certain que l'autre comprend ce que je veux lui faire comprendre et je ne suis jamais certain que je comprends ce qu'il veut me faire comprendre. Aussi, l'indétermination de la traduction. Chaque langue, chaque organisation sociale a une vision du monde, une manière différente de vivre son rapport au monde, une manière différente de signifier. Parler une autre langue, c'est vivre dans une autre culture. OK, j'arrive maintenant à la quatrième révolution, celle qui est de l'époque contemporaine. La prolifération syntaxique et la dissémination du sens, qui était le titre de ma présentation. La complexification progressive et l'abstraction croissante de l'organisation syntaxique du langage est un phénomène qui est de plus en plus important dans nos sociétés. De plus en plus, les humains se partagent des discours, des textes, des œuvres littéraires, de la science, de la philosophie, des mathématiques et j'en passe. C'est la quatrième révolution que j'appelle la société symbolique. La prolifération des technologies syntaxiques, ces technologies de l'esprit qui sont distinctes des technologies du corps. Ça a commencé, j'en ai parlé tantôt, avec des choses comme l'imprimerie. Mais si on se réfère à ce qui s'est passé dans les 100 dernières années, le téléphone, la radio, la télévision, l'ordinateur, le téléphone cellulaire, les médias sociaux, les dialogueurs automatiques, comme les chatbots, un monde de plus en plus rempli de signes. La différence profonde entre la sémantique privée et la syntaxe publique font que la prolifération des technologies syntaxiques a complexifié notre accès au sens. C'est ma thèse principale. Ceci amène une multiplication effrénée des interprétations, la multiplication des sous-systèmes sociaux qui suggèrent ou imposent des interprétations. Et de plus en plus, nos sociétés comprennent en plus des polices physiques, des polices de l'interprétation, des polices syntaxiques de l'interprétation. Quand j'enseigne dans une classe et que je fais passer un examen à mes étudiants, je fais de la police syntaxique. L'hyperspécialisation des compétences et la multiplication des métiers du langage. Il y en a de plus en plus qui suggèrent ou tentent d'imposer des interprétations. Les prêtres, les enseignants, les journalistes, les avocats, les politiciens, les influenceurs, les programmeurs, les big players sur les médias sociaux. L'atomisation de l'organisation sociale qui en résulte est donc un relativisme cognitif et moral. L'individualisme. Les écarts interprétatifs entre les très scolarisés, les spécialistes de la syntaxe, et les peu scolarisés, les moins habiles en syntaxe, et les conflits sociaux que cela engendre. Et de sorte que de plus en plus, il y a des personnes qui ont des pouvoirs psychologiques qui sont de plus en plus importants et plus importants que les pouvoirs physiques. Les pouvoirs d'orienter l'interprétation ou de suggérer ou d'imposer des interprétations. Et la difficile recherche de vision commune et la crise du sens apparaît à partir de là. À la limite, chacun a son interprétation de cette quantité gigantesque de signes. Notre vie en société est de plus en plus médiatisée par cette prolifération syntaxique. La coexistence sociale n'existe que par un certain partage des interprétations. Or, nous sommes dans une société où il y a un problème de partage des interprétations, ce qui amène l'existence de ce débat aujourd'hui. Par contre, ce qui peut inverser la vapeur, deux enjeux majeurs pour notre survie à notre époque, et je vais conclure avec ça. Compte tenu de nos défis environnementaux partagés, la protection et le respect des différentes formes de vie dans notre environnement naturel devient quelque chose qui s'impose à nous de manière nécessaire pour notre survie. Compte tenu aussi de la mixité sociale, de la diversification des personnes, de la diversification des interprétations, ce que nous vivons de plus en plus, le respect de la diversité humaine comme une richesse collective devient une nécessité qui s'impose de plus en plus à nous. Et ici, j'entends beaucoup de sortes de diversité qui s'expriment de plus en plus dans les sociétés contemporaines, diversité de genre, de culture, de langue, de religion, de conditions physiques et de conditions mentales. La réalisation de ces deux projets collectifs s'avère nécessaire à notre survie et passe par l'éducation, parce que ce n'est pas inné de prendre conscience de ces deux enjeux, et notamment ça passe notamment par une éducation morale. Ces enjeux s'apprennent, et donc il s'agit d'apprendre le respect et la valorisation du vivant dans toute la biodiversité,
et du respect et de la valorisation de la diversité humaine. Et mon avis personnel sur ces questions, c'est que ces deux enjeux sont partagés par nos 6 instituts, notamment à travers la transversalité de l'interdisciplinarité qui est opérante dans nos instituts. De sorte que l'an dernier, au Printemps de la recherche, nous avions parlé d'interdisciplinarité. Je pense que parler cette année du vivre ensemble et de donner un sens à notre monde est tout à fait en continuité avec ce que nous avions fait l'an dernier. Voilà. Merci beaucoup, Serge Robert, pour cette introduction qui nous permet vraiment de nous donner un socle commun, des bases communes pour réfléchir à la création et à la perte de sens. Nous permet aussi de prendre conscience de ce que vous nommez la complexification de l'interprétation du sens et les impacts que ça peut avoir sur la cohésion sociale. Donc, je nous invite maintenant à aborder la première partie de cette conférence consacrée justement à la perte de sens et aux luttes de sens dans un monde en changement. En effet, devant l'urgence climatique, plusieurs ressentent une certaine perte de sens dans un monde à l'horizon incertain et se demandent en fait comment donner du sens dans ce contexte, comment se projeter comme société et comme espèce dans l'avenir. Comment aussi vivre ensemble dans le contexte d'une augmentation des inégalités sociales, notamment en matière de santé, et devant la précarisation des conditions de vie d'une large part de la population. Nous aborderons aussi dans cette première partie l'enjeu du multiculturalisme, des conflits armés, des luttes pour le contrôle des ressources et de la question des réfugiés. J'invite donc d'abord M. Éric Pinault, professeur au département de sociologie et directeur du comité scientifique de l'Institut des sciences de l'environnement, à prendre la parole. Il nous parlera du sens de la crise écologique contemporaine. Merci beaucoup. Alors, en 7 minutes, un défi assez important. Le titre que j'avais envoyé, c'était « Comment vivre ensemble dans un monde fini ». Et je vais parler donc à partir de ce titre, qui est... et avec le défi particulier à l'ISE que l'interdisciplinarité chez nous implique beaucoup de sciences naturelles, et moi je suis sociologue, je dois un peu représenter quand même cet aspect-là de la problématique sans faire de l'imposture. Et ça, c'est aussi un défi pour un sociologue de parler de géologie, mais je vais y tenter. Alors, il faut entendre le titre dans son double sens. Un monde fini, c'est un monde qui prend fin, et je vais en parler un peu. Et en même temps, c'est un monde fini dans le sens qu'il y a une finitude à ce monde. Il faut apprendre à vivre à l'intérieur de cette finitude. Il faut apprendre à donner sens à cette finitude. Et c'est, je pense, le défi le plus important, beaucoup plus que le premier, qui est juste de constater qu'un monde prend fin, puis je vais en parler un peu. Alors, un monde qui prend fin, c'est premièrement, ça nous met dans une temporalité radicalement nouvelle. Cette temporalité, elle est en rupture avec la manière dont la modernité a compris le temps, puisque c'est une temporalité qui n'est plus projective, mais c'est une temporalité qui fonctionne à rebours. Et on l'entend constamment. Il nous reste 7 années, 12 années, 20, 50 s'en vient, ça va être... Et comment orienter nos pratiques sociales, comment s'orienter comme individu dans cette temporalité à rebours, on n'est pas du tout équipé culturellement, et c'est un des premiers défis. La deuxième, c'est que la structure temporelle de la modernité, qui était progressiste, plus que le temps avançait, mieux que les choses allaient, est en pleine crise. Au contraire, c'est en fait une temporalité qui fonctionne à l'envers à ce titre-là. Et finalement, et ça c'est peut-être le défi pour les sciences humaines les plus importants, c'est l'irruption de l'histoire naturelle dans la vie de nos sociétés, dans l'expérience des individus. L'histoire naturelle, c'était le cadre. Et on projetait la société sur ce cadre. C'était le décor qui ne bougeait pas. Tout à coup, le décor se met à bouger plus vite, à la limite, que les sociétés. Les sociétés sont des sources d'inertie et les systèmes naturels, eux, sont dans des dynamiques non linéaires, c'est-à-dire des dynamiques qui peuvent à tout moment impliquer des changements de niveau, des changements de structure, des points de bascule irréversibles. Tandis que la société apparaît comme ce qui est difficile à transformer, ce qui est non révolutionnaire, ce qui est pris dans un quand une roue est prise dans un ornière. Voilà. Et qui plus est, cette temporalité, peut-être sur le plan écologique, nous apparaît comme... on peut en faire l'expérience, cette temporalité écologique, les saisons, la durée de vie d'un être, mais la temporalité géologique, qui est celle qui est la plus déterminante en ce moment, celle qui va changer le climat dans les prochaines milliers d'années, elle est lente et elle est profonde et elle est extrêmement difficile à réorienter. Et c'est elle qui s'impose à nos sociétés. Alors ça, c'est peut-être une première idée qui me semble importante. Deuxième idée, mais je reviens sur la notion de monde fini.
Dans le domaine des sciences de l'environnement, le monde fini, c'était le paradigme central des années 70. La finitude du monde vient avec le Club de Rome, limite à la croissance, tout le cadrage des enjeux environnementaux dans cette décennie des années 70 se fait partie de la notion de finitude. Ce qui vient nous sortir de ce paradigme, c'est le développement durable et le néolibéralisme, qui nous amène à imaginer un monde dans lequel il pourrait y avoir un développement infini de l'économie, une émancipation infinie des êtres qui se libèrent de toutes les contraintes matérielles à l'intérieur d'une nature qui préserverait son harmonie. Et ça, c'était à travers un paradigme qui était celui du découplage. Il y avait plein de mots pour ça, découplage, dématérialisation, le win-win-win, le triple win du développement durable, où on a les profits, on a la nature, puis on a la lutte contre la pauvreté, tout en même temps. Ce paradigme-là, évidemment, dans mon domaine, il est en pleine crise. Si vous lisez les rapports du GIEC, vous allez voir qu'il est complètement évacué. Il est évacué de l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité. Donc, c'est un paradigme qui, dans le domaine de la production scientifique, est en crise, mais qui, dans le domaine du débat public, est au cœur encore de nos politiques publiques, au cœur encore de nos discours, au cœur encore de la manière dont on discute entre nous les enjeux environnementaux. Alors, comment ce monde fini est pensé rapidement là, du côté des sciences naturelles et des sciences sociales? Quelques éléments rapides. On peut dire que 2009, avec la publication de ce fameux graphique c'est une icône, là, dans le sens que tu le prenais, Serge, là, c'était la planète Terre avec, ça ressemblait avec des triangles qui partaient. C'était le schéma de Rockström sur les limites planétaires, les 9 limites planétaires. Est-ce qu'on est dans le vert, dans le jaune, dans le rouge? Cette icône-là, c'est ce qui marque, selon moi, c'est publié en 2009, le changement dans la manière dont on aborde la question des limites du monde fini sur le plan biophysique. On nous présente un monde avec 9 limites absolues de type biophysique, un monde qui connaît des points de bascule, de l'irréversibilité. Il faut savoir que jusqu'aux milieu des années 2000, au GIEC, on pensait pouvoir inverser le réchauffement climatique. On se disait, pour préserver la croissance économique, c'est pas grave de réchauffer la planète jusqu'à 3-4 degrés, parce qu'après ça, avec la croissance économique et les technologies qu'on va avoir, on va pouvoir la refroidir. Ça, là, c'est fini à partir de 2007-2008. Les physiciens disent « c'est parce que c'est des systèmes irréversibles. Il y a des points de bascule, il y a des dynamiques non linéaires. On ne peut pas cuire la planète, puis après ça, la frigorifier. Ça ne marchera pas. » Donc, cette représentation qui nous arrive en 2009, il faut voir qu'elle est préparée depuis les années 80 dans les sciences de la Terre, dans cette révolution qu'on connaît. On parle même d'une révolution copernicienne dans les sciences du système Terre, qui voit les biologistes, les géologues, les paléoclimatologues, les écologues travailler ensemble et nous arriver avec l'idée que la Terre, notre Terre à nous, c'est une totalité. Et cette totalité qui fait système, elle est régulée, elle est orientée par les activités des êtres vivants. Enlever les êtres vivants, la Terre, elle serait plus froide, il n'y aurait pas le même régime de pluie, le même régime des eaux. Même les roches seraient différentes, puisque une grande partie des roches que nous connaissons, le calcaire, par exemple, bien, c'est des coquilles d'êtres vivants. Donc, même la géologie, elle est marquée par le vivant. Et en plus, et surtout, cette Terre, elle est contingente, elle est non nécessaire dans sa forme actuelle, c'est-à-dire qu'elle pourrait être autre et radicalement autre. Et nous pourrions, comme humanité, contribuer à en faire un monde. Donc, notre monde, finalement, il est contingent, fragile et fini. C'est ce que les sciences naturelles nous disent. Le monde fini en sciences sociales de l'environnement, c'est le retour des limites depuis les années 2010. C'est beaucoup à travers l'analyse de la matérialité de nos sociétés où on a montré que l'ensemble des piliers de l'approche de la modernisation écologique, du développement durable, la notion de découplage, ces piliers-là ont été déconstruits par la critique, par le travail sur ce qu'on appelle les verrous, l'effet rebond, les dynamiques d'externalisation en écologie politique. Bref, une mise à mal de cette idée. La matérialité s'est têtue et les faits matériaux sont têtus. Et toute cette approche s'est retrouvée dans le dernier rapport du GIEC. Et c'est là vraiment où on peut dire qu'avec le rapport publié l'année passée, la finitude du point de vue économique et social est au cœur maintenant de nos débats. Finalement, finitude du point de vue culturel, les travaux en écologie politique, les travaux des anthropologues sur les cosmovisions, les ontologies, les langages, les pratiques qui incorporent la notion de finitude, qui ne sont pas nos cosmologies, nos ontologies, nos langages, mais il y en a encore et beaucoup des langages qui ont
encore cette capacité de représenter la finitude du monde et on peut en apprendre beaucoup. Et ça a été intégré dans toute la dynamique de la biodiversité, de la recherche autour de la biodiversité. Puis, super beau rapport synthèse sur la notion de valeur qu'a fait l'IPBES en 2022. Et je suis rendu à 7 minutes 47, j'approche ma conclusion, sur ces notions-là. Donc, on voit qu'il y a un retour de cette idée de commencer à apprendre à vivre dans un monde fini. Je termine avec la pluralité des mondes possibles et la question du vivre ensemble. Il y a des certitudes et des incertitudes biophysiques. Une des certitudes, on est sorti de l'Holocène. Notre monde à nous, le monde de notre culture, de nos traditions littéraires, même de notre art, de notre esthétique, des animaux qui nous ont accompagnés, c'est le monde de l'Holocène. Ce monde-là est derrière nous, malheureusement. Il est derrière nous sur le plan climatique, il est derrière nous sur le plan du peuplement des êtres qui nous entourent à cause de la 6e extinction dans laquelle on est engendré, qu'on a engendré. Quels sont les mondes naturels? Il y a des mondes naturels impossibles. Si on continue à générer des GES, on va être dans un monde pour nous impossible. Quels sont les mondes possibles? Alors, je termine avec deux. Le plus probable, c'est un monde impossible, et biophysiquement. Et ça, c'est vraiment un enjeu qui nous confronte et qui nous interpelle comme chercheurs. C'est le monde qui est compatible avec nos arrangements institutionnels actuels. C'est le monde qui est le plus plausible compte tenu des politiques qui sont en place. Donc, le défi, c'est de penser des trajectoires vers des mondes implausibles, sur le plan social et culturel, mais possible sur le plan biophysique. En ce moment, il y a deux grandes familles, puis je termine là-dessus. La famille des trajectoires accélérationnistes. On croit qu'il y aurait une technologie qui pourrait nous sortir finalement et on est à la recherche d'une techno-fixe. Et il y a les familles, je dirais, et là je prêche pour ma paroisse, mais je me permets de le faire, décroissantes, qui sont par contre limitées par un enjeu important, sont à la recherche d'un socio-fixe. Et ce n'est pas évident qu'on va le trouver à temps. Et c'est donc le double défi d'éviter, je dirais, ces deux solutions qui peuvent apparaître très simples. Puis je termine avec une idée sur le faire sens commun. Dans ce contexte-là, petite conclusion, il y a des préconditions culturelles à un changement profond à notre société. Comment faire sens commun de la transition, comment faire sens de soit une trajectoire accélérationniste ou une trajectoire décroissante. Je pense que c'est vraiment le défi qui, pour moi, est le plus important en ce moment. Voilà ma conclusion. Merci. Bon. Merci, Éric Pinault, pour ces propos très lucides sur la finitude à laquelle on fait face. J'invite maintenant Luc Fauché, professeur au département de philosophie et membre de l'Institut Santé et Société, qui traitera pour sa part du roman graphique comme facilitateur épistémique, peut-être pour nous amener vers les trajectoires auxquelles Éric faisait référence. Donc, Luc Fauché, à vous la parole. Merci. Ma proposition aujourd'hui, comme c'est écrit ici, je vous propose d'utiliser le roman graphique comme une forme de facilitateur épistémique. Donc, ce concept, surtout dans le domaine de la santé, ce concept de facilitateur épistémique ça converse l'obstacle épistémique. C'est un concept que j'ai développé avec Amandine Catala, mes collègues Amandine Catala et Pierre Poirier, qui sont membres de plusieurs instituts ensemble. On fait au moins la moitié des instituts. Et donc, ces concepts-là, on les a empruntés au modèle du handicap qui est proposé par l'Organisation mondiale de la santé dans plusieurs ouvrages. Ce modèle fait du handicap, on l'appelle le modèle interactif, fait du handicap le résultat d'un processus. Donc, un processus qui va affecter la participation à certaines sphères d'activité, des activités comme la participation politique, la participation économique, la participation à l'éducation, etc., etc. Donc, cette participation-là est affectée par plusieurs facteurs. Donc, en haut, des conditions de santé qui vont limiter, par exemple, les mouvements que vous pouvez faire, mais également des conditions ou des facteurs contextuels. Par exemple, l'environnement. Là, ici, j'ai l'exemple d'un handicap qui est causé, d'un obstacle à la participation, dans le fond, qui est causé par le fait qu'il n'y a pas de rampe d'accès pour se diriger vers un endroit où se tient l'activité que vous voulez faire. Okay? Donc, dans
les ouvrages de l'Organisation mondiale de la santé, il n'y a pas simplement des obstacles, il y a également des facilitateurs. Par exemple, les personnes âgées en perte d'autonomie restent fonctionnelles plus longtemps s'ils habitent dans un tissu urbain dense, c'est-à-dire à proximité de services qui vont leur permettre de rester fonctionnels, de pouvoir continuer à s'occuper de leurs finances, de leur santé, etc. Donc, ils vont rester fonctionnels plus longtemps que les personnes âgées en perte d'autonomie qui habitent en banlieue. Donc, notre idée dans l'article dont je parlais tout à l'heure, c'est d'ajouter aux sphères d'activité la sphère épistémique. Okay? Donc, le terme épistémique fait référence à la connaissance et donc, on peut imaginer qu'il y a des activités épistémiques, c'est-à-dire l'acquisition, la production, le partage de connaissances qui peuvent être empêchés par certains obstacles, dont des stéréotypes, mais aussi des caractéristiques de l'environnement matériel, social ou culturel. Par exemple, des normes concernant la façon dont on doit s'exprimer auxquelles on ne répondrait pas. Donc, dans le domaine de la santé, on a montré qu'il y avait plusieurs types de ce qu'on va appeler des injustices épistémiques, c'est-à-dire des injustices qui touchent la participation qu'on pourrait avoir à la production de connaissances. Donc, dans le domaine de la clinique, il y a des injustices dans le domaine de la clinique. Par exemple, on a montré que les personnes qui sont obèses ont des problèmes, les problèmes de santé des personnes qui souffrent d'obésité sont exagérés, on pourrait dire, ou augmentés par la présence de biais, mais pas simplement de la présence de biais. L'article du New York Times dont je parle ici que je mentionne ici parle également du fait que l'équipement parfois n'est pas fait pour des personnes qui seraient très obèses. Ils ne rentrent pas dans les PET scans, par exemple. Donc, ils sont obligés d'aller dans des zoos pour avoir un PET scan. Donc ça va affecter, non seulement on ne s'intéresse pas à ce qu'ils disent, on les traite pour autre chose. On leur dit toujours que, bien, dans le fond, votre problème, c'est un problème d'obésité, alors qu'ils ont des problèmes de santé qui sont différents de ceux qu'on leur diagnostique. Ça affecte donc la clinique, mais ça affecte également la recherche. Donc, dans cet article de Jaswal et Akhtar, on contraste en fait les vues de chercheurs en sciences cognitives qui tentent d'expliquer l'autisme en termes d'absence de motivation sociale, c'est-à-dire le fait que certaines personnes dites autistes n'ont pas de motivation sociale à créer des liens sociaux et à conserver ces liens sociaux-là. On contraste ça avec ce que disent les personnes autistes au sujet de leur besoin d'établir des relations sociales, mais de la difficulté qu'ils rencontrent étant donné les normes qui sont pas en leur faveur. On pourrait dire les normes sociales et communicationnelles qui ne sont pas en leur faveur. Donc, ce qu'on pourrait proposer pour pallier à cette situation-là, c'est l'équivalent d'une rampe, d'un facilitateur, dans ce cas-ci épistémique, d'une rampe, que ce soit la recherche participative, bien entendu, donc d'intégrer les patients à la recherche, d'intégrer les survivants, les consommateurs des systèmes de santé dans la recherche. Ça pourrait être aussi de modifier les conditions de la collecte de données, par exemple, utiliser des médias qui sont plus facilement accessibles, qui permettent la transmission d'informations, mais également, et c'est là-dessus que je vais m'intéresser, des choses qui vont provoquer des contrepoints épistémiques, c'est-à-dire qui vont challenger, on pourrait dire, les différents stéréotypes qui empêchent une contribution épistémique entière. Parmi ces choses qui permettent le contrepoint, bien, il y a les arts, il y a la littérature, il y a les bandes dessinées, et c'est à propos des bandes dessinées dont je vais parler dans une minute. Mais ce qu'il faut voir, c'est que, par exemple, l'American Association of Medical Colleges proposait justement d'inclure un certain nombre de disciplines artistiques et humaines, des sciences humaines, pour augmenter ce qu'ils appellent les capacités empathiques puis les capacités émotionnelles des futurs médecins. Je pense que donc ma proposition va un petit peu dans ce sens-là. Donc, ce qui m'intéresse dans la bande dessinée, ce n'est pas n'importe quelle bande dessinée, c'est ce qu'on va appeler les pathographies. C'est une partie de ce qu'on appelle aussi la médecine graphique. Il y a un champ qui s'appelle comme ça, c'est assez drôle. Donc, la médecine graphique, c'est, dans le fond, tous ces romans graphiques qui vont s'intéresser à toutes les sphères du monde médical, donc au travail des médecins, au travail des infirmières, mais aussi aux pathographies, c'est-à-dire aux récits que les patients font de leurs propres conditions.
Il y en a plusieurs, là, c'est celle que j'ai lue pour... là, vous voyez, je travaille super fort. On ne dirait pas qu'on travaille quand on lit des bandes dessinées, mais bon... j'ai vraiment travaillé. Ça ne me tentait pas toujours de les lire, ces bandes dessinées-là. Mais donc, parmi ces bandes dessinées, il y en a quelques-unes qui sont du fait de tierces personnes qui décrivent la condition d'une personne qui est malade. Je pense que pour des raisons que je n'expliquerai pas aujourd'hui, on doit préférer les autres, celles qui sont faites par les patients eux-mêmes. À quoi peuvent servir ces pathographies? Bien, elles peuvent nous servir à nous familiariser avec certaines conditions. Par exemple, elles peuvent nous aider à nous familiariser avec le trajet, on pourrait dire, émotionnel dans la dépression. Donc, on passe d'émotions négatives à ce qu'on va appeler l'anédonie, donc l'absence d'émotion. Ça, c'est tiré d'une bande dessinée qui s'appelle Hyperbole and a Half, qui est très bonne, qui a commencé sur le net. Elles peuvent aussi nous aider à montrer l'inadéquation de certaines conceptions courantes. Par exemple, c'est un livre qui parle en français d'abord, des différences invisibles. Le personnage principal va rencontrer son médecin de famille après avoir reçu un diagnostic d'autisme à l'âge adulte, puis son médecin ne la croit tout simplement pas. Il lui dit, mais tu me regardes dans les yeux, c'est pas possible que tu souffres d'autisme. Mais là, elle essaie de le convaincre, ça ne marche pas. Il y a d'autres façons également de montrer les inadéquations des conceptions courantes. Ici, vous le voyez, vous ne pouvez pas lire, là, mais le personnage principal compare le fait d'être déprimé au fait que ses poissons sont morts. Puis les autres ne la croient pas, essayent un petit peu plus fort, cherchent-les plus fort, mais ils sont morts, mes poissons. Donc, l'équivalent de « je suis déprimé », essaye d'être joyeux. OK? Donc, il y a une façon de déconsidérer le témoignage puis la souffrance d'une personne. Donc, elle met en évidence de façon assez drôle ce genre de conditions-là. Elles permettent également d'aider, par exemple, aux médecins, mais au personnel soignant, à comprendre un petit peu ce que peuvent ressentir les patients. Dans les 3 cas ici, c'est l'impact qu'un diagnostic important d'une maladie comme le cancer, par exemple, ou le Parkinson peut avoir sur un patient au moment où on lui annonce. Là, vous le voyez, les personnes ne comprennent absolument rien. Ils ont entendu Parkinson, cancer. Le reste, c'est comme... C'est donc pas le temps de leur donner des informations sur ce qu'on va faire plus tard, etc., etc. Okay? Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même un petit peu de recherche qualitative qui montre que, en fait, les romans graphiques ont un impact sur les médecins. Donc, dans cette recherche en particulier, on montre que les médecins apprécient, par exemple, comprennent ce que ça veut dire pour une personne, comment les personnes qui sont atteintes de Parkinson se sentent, comment elles se sentent le matin quand elles se lèvent et elles se disent, mais qu'est-ce qui va partir aujourd'hui? Comment annoncer ça à ma femme? Comment annoncer ça à mes proches, etc. Tous ces aspects-là que le médecin en cabinet voit tout simplement pas. Donc, comme ils le disent, ça les a aidés à comprendre ça. Maintenant, puis je vais finir avec ça. Je pourrais finir tout de suite. Est-ce que j'ai fait 7 minutes? Personne ne le sait. Ouais. Quelqu'un le sait. Parfait. Mais je finis juste avec ça, ce ne sera pas long. C'est en fait se demander pourquoi la bande dessinée fonctionne mieux que d'autres médiums artistiques, par exemple la littérature ou le cinéma. Bon, premièrement, le cinéma, ça coûte cher. Ça prend un village pour faire un film. Dans le cas d'une bande dessinée, c'est relativement plus facile. Il y a l'aspect assez ludique aussi c'est pas, en anglais, on dirait threatening, c'est pas tellement épeurant une bande dessinée. Ça prend pas de temps, c'est un gros investissement. En plus, il y a des raisons, on pourrait dire, sémiotiques, pour revenir à toi. La bande dessinée a quand même une double sémiotique, c'est-à-dire qu'elle utilise l'image puis elle utilise le langage en même temps. Donc, elle a des avantages d'économie. Elle peut, justement, encore une fois, sur l'impact du diagnostic. Ici, c'est comme recevoir une sentence. Quelque part. On voit juste l'iconographie nous rappelle ici que c'est comme recevoir une sentence. Mais aussi, ça nous permet, puis vous n'avez pas besoin de lire ça, là, mais ça permet, ça permet de, peut-être, pour certaines conditions, par exemple psychiatriques, les patients rapportent qu'ils ont de la difficulté à exprimer en mots ce qu'ils ressentent. Et donc, parfois, le dessin va avoir la propriété de rendre compte de, par exemple, en utilisant, ça c'est pour l'anorexie ici, Lighter Than My Shadow,
c'est de montrer, de rendre visible quelque chose qui n'est pas visible autrement. Par exemple, le constant, les petits nuages noirs, là, si vous lisez la bande dessinée, il y a constamment ce petit nuage noir au-dessus du personnage. Elle est constamment en train de ruminer au sujet, de penser au sujet de maigrir. Puis là, on voit le poids que ça peut avoir sur la vie d'une personne. D'autre part, on peut utiliser, par exemple, des styles graphiques différents pour montrer ce à quoi ça peut ressembler quand l'esprit va dans toutes les directions avec les gens qui souffrent de manie, par exemple. Donc, je vous remercie. Je me disais que c'est comme ça qu'on peut créer du sens en incluant tout le monde dans la production de sens. Merci beaucoup, Luc Fauché, pour ces propos très originaux et éclairants sur la bande dessinée comme facilitateur épistémique. Pour clore cette première section consacrée à la perte de sens et aux luttes de sens, j'invite Mme Diaye Djenaba Diaye, professeure au département de sciences juridiques, directrice de l'Observatoire sur l'immigration internationale, les réfugiés, les apatrides et l'asile, et membre de l'Institut d'études internationales de Montréal, à prendre la parole. Elle abordera l'épineuse question de la gestion de l'asile au Canada sous le regard du Québec, entre accueil et fermeture des demandeurs d'asile. Bonjour tout le monde. Merci Nathalie pour la présentation. Merci Caroline et toute l'équipe de l'IEM pour l'organisation de ce panel. En fait, il m'incombe de parler de la question la plus actuelle qui concerne évidemment le Gémeroxam, les demandeurs d'asile, le protocole qui vient d'être appliqué, mais qui était adopté depuis le mois de mars 2022, apparemment, entre le gouvernement... oui, je dis apparemment pour faire rire, mais... Ce protocole, effectivement, c'est un protocole, en fait, additionnel à l'entente Querpes-Sur qui a été adoptée en 2002, qui est entrée en vigueur en 2004. Alors, moi, mon intervention porte sur la gestion de l'asile au Canada, entre accueil et fermeture, sur le regard du Québec. Et je compte l'aborder sous deux angles. L'accueil, pourquoi? Parce que le Canada est un pays accueillant. La population canadienne est une population accueillante, vue de l'extérieur, et je ne parle pas des tweets de notre Premier ministre, « Welcome to Canada ». C'est une réalité, et les chiffres nous le démontrent. En dehors des statistiques, des données, on a aussi des dispositions législatives qui confirment, effectivement, on a une politique d'immigration, une politique d'asile qui garantit, en fait, une protection effective pour des gens qui fuient des persécutions. Et là, c'est important parce qu'on va se retrouver, en fait, à préciser, en tout cas, même si on considérait que c'était un débat qui était quand même dépassé, sur les concepts, parce que depuis quelque temps, ce qu'on entend parler, c'est ces demandeurs d'asile qui arrivent à travers le Gémeroxam sont des immigrants irréguliers. Ce sont des immigrants illégaux, ce sont des immigrants clandestins. Donc ça, c'est un discours qui, de plus en plus, est très répandu. Alors qu'en réalité, ce ne sont pas des immigrants, ce sont des demandeurs d'asile, avec un statut particulier, des gens qui fuient des persécutions. Et je pense que c'est important, très, très important, que l'opinion, c'est-à-dire nous autres, les citoyennes québécoises, comprennent que ces gens fuient des persécutions. Alors, est-ce que dans ces flux-là, il y en a qui sont des immigrants économiques qui cherchent à s'installer au Canada à des fins d'immigration économique? Peut-être. À travers les études que nous ferons, nous le dirons. Mais l'essentiel de ces gens, si on regarde d'ailleurs les pays d'origine de ces demandeurs d'asile-là, ce sont des demandeurs d'asile qui arrivent au Canada pour chercher une protection internationale. Donc, on peut que accepter cet état de fait-là. Ensuite, on pourra réfléchir. Du moment que ça s'est précisé, que les immigrants économiques, il y a des programmes qui existent permettant à ces gens de pouvoir venir au Canada, comme moi, j'ai fait avec ma famille il y a quelques années, de décider de venir partager le froid avec le reste de mes concitoyens. Alors, c'est un choix. Donc, alors que chez les demandeurs d'asile, il n'y a pas de choix, en fait. Quand on fait une persécution, on ne choisit pas son pays de destination. On va là où on espère trouver quelqu'un qui nous ouvre les portes pour nous dire bienvenue. Après, est-ce que ça se fait comme ça? Non, parce que dans notre pays, le Canada, on a des dispositions, toute une procédure, tout un processus
permettant de pouvoir examiner leur demande d'asile et des critères sont établis. Et c'est important parce que la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés exige, évidemment parce que ça donne compétence à la section de protection des réfugiés au niveau de la Commission, mais exige que ces gens qui arrivent et qui présentent une demande d'asile rencontrent ce qu'on appelle les clauses d'inclusion, c'est-à-dire voilà, une crainte légitime de persécution avec des motifs avérés. Donc, l'accueil au niveau du Canada est réglementé, si on peut parler de dispositions législatives, parce qu'on a été invité par certaines personnes en nous disant, les juristes parlaient, oui, on va parler. Ce que dit le droit québécois, ce que dit le droit canadien, c'est qu'on a des dispositions permettant à ces gens d'arriver au Canada. Alors, l'autre point, évidemment, c'est la fermeture. Pourquoi on parle autant de demandeurs d'asile ces derniers mois? Parce qu'évidemment, avec l'entente tiers-payeur conclue en 2002, entrée en vigueur en 2004, ça permettait, en fait, c'était une brèche qui permettait à des gens de passer entre des points d'entrée officiels et du coup, ne pouvaient pas être refoulés à travers l'application de cette entente. Ce qui vient d'être fait et qui est entré en vigueur la semaine dernière, c'est que maintenant, c'est généralisé. Cela veut dire quoi concrètement? Cela veut dire que quand un demandeur d'asile qui n'est pas originaire des États-Unis, qui n'est pas résident permanent aux États-Unis, mais qui arrive d'un pays tiers, notamment le Mexique, le Venezuela, bref, mais qui arrive à travers les États-Unis, lorsqu'il arrive au Canada pour présenter une demande d'asile, on va le renvoyer aux États-Unis parce que c'est aux États-Unis qu'on considère que les États-Unis c'est un pays tiers sûr, donc rencontre les exigences en matière de respect des droits humains et du coup, donc on renvoie cet individu-là vers les États-Unis et vice-versa. Le premier pays, normalement, d'arrivée doit être le premier pays qui va examiner la demande d'asile. Et c'est ça qui est problématique selon certaines organisations, évidemment, de défense des droits humains qui considèrent que les États-Unis, même s'ils rencontrent les critères de l'article 102.2 de la loi sur l'immigration, notamment la ratification de la Convention contre la torture, de la Convention relative au statut des réfugiés, bref, anyway, les pratiques de détention, de renvoi en cascade, des pratiques arbitraires qui se font et qui sont démontrées à travers des enquêtes, poussent à considérer qu'on a des craintes effectives sur la protection de ces demandeurs d'asile-là. Alors, donc, ça, c'est une réalité. Et placé dans un contexte mondial, je regarde, hein, j'espère que je n'ai pas dépassé mon heure. Non. Non. Merci. Non, ce n'est pas 14 minutes, hein, ça, c'était la dernière conférence. J'ai juste oublié de l'effacer. Bon, pas grave. Alors, donc, et tout ceci m'amène en fait à réfléchir, et nous, au niveau de l'Observatoire, on réfléchit beaucoup sur toute cette construction en fait, sociale, politique qui se fait autour du demandeur d'asile, autour du migrant. Si l'on sait qu'on a 100 millions de personnes en exil, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'HCR. Pourquoi? Parce que les inégalités se creusent. Pourquoi? Parce qu'il y a des conflits, des violences. C'est la crise entre l'Ukraine et la Russie. On peut aller un peu plus loin, la Syrie, l'Afghanistan. On peut prendre beaucoup d'exemples, évidemment, qui font que les gens... Les enjeux climatiques, je pense que mon collègue l'a déjà soulevé, etc., qui font que les gens vont continuer à se déplacer et qu'on doit trouver des solutions structurantes. Alors, contrairement à la décision politique, parce que c'est une décision politique qui a été prise, et nous, on la respecte en bonne citoyenne, évidemment, mais du point de vue du droit, on s'interroge parce que le Canada a ratifié des conventions internationales, est tenu de respecter ces conventions internationales, des obligations, notamment ce qu'on appelle le principe de non-refoulement. Oui, on peut dire, est-ce qu'à quel moment? Mais je vous invite vraiment à réfléchir. On a reçu quand même 350 000 personnes depuis les années 80-90 à travers le parrainage privé. Alors, on a vu, lors de la crise syrienne, afghane, etc., les populations très, très mobilisées pour répondre, accueillir des demandeurs d'asile qui fuient. À quel moment de notre histoire, à nous, parce qu'on parle de vivre ensemble, on a construit une problématique autour de 50 000 personnes qui arrivent et qui demandent d'asile? Moi, je m'interroge sérieusement. On a reçu 178 000 Ukrainiens en moins de 2 ans. Allô? Exactement. Et c'est très bien. On a un modèle qui fonctionne.
Est-ce que ce modèle devrait être réservé juste aux Ukrainiens? Je m'interroge et je vous invite à réfléchir. Est-ce que c'est le passage irrégulier qui pose problème? Le fait que les gens ne sont pas arrivés par les canaux normaux à travers Montréal, Trudeau, etc., qui suscite en fait cette indignation, où on est allé vraiment dans cette construction très, très politique, entretenue par un discours médiatique, alors que les Québécois, les Québécoises, les Canadiennes et les Canadiennes ont un sens profond de l'accueil et de l'humanité. Et là, c'est sur ça que j'aimerais vous inviter à réfléchir. Évidemment, on n'a pas de solution, mais je suis pas mal d'avis qu'il n'y a pas de problème d'asile. On n'a pas de crise, nous autres, au Canada, des réfugiés. Merci. Merci, Diaye. Merci d'avoir rappelé ce recadrage important sur la distinction entre l'immigration et les demandeurs d'asile et de nous avoir alertés sur les pratiques de détention aux États-Unis. Donc, après avoir examiné la perte de sens et la lutte de sens, les luttes de sens, nous nous tournons maintenant vers la création de sens et la nécessité de se redéfinir pour bien vivre ensemble avec un regard à la fois porté sur le passé et sur l'avenir. Nous aborderons dans les minutes qui suivent la question du patrimoine culturel et son importance pour le sens et le vivre ensemble. Nous porterons également un regard sur les études féministes en abordant la question du genre et des traditions patriarcales. Donc, accueillons d'abord Yves Bergeron, professeur de muséologie et de patrimoine au département d'histoire de l'art et membre de l'Institut du patrimoine de l'UQAM, qui se demandera avec nous si le patrimoine donne encore du sens au vivre ensemble. À vous la parole. Serge Robert avait raison en introduction de rappeler l'intérêt de la thématique de l'an dernier, l'interdisciplinarité, hein, parce qu'on avait bien constaté la complémentarité des travaux dans les différents instituts. En même temps, à l'Institut du patrimoine, on est conscient que le patrimoine, c'est loin d'être aussi important que les enjeux climatiques, de santé, de justice sociale. Il faut être bien clair là-dessus. Mais par ailleurs, ça nous permet malgré tout de comprendre des changements de société autour du vivre ensemble. Et donc, pour aborder la thématique, nous sommes partis à l'Institut du patrimoine de la question suivante. En quoi le patrimoine donne-t-il du sens à notre monde? Et pour commencer, en introduction, je propose de reprendre une expression des anthropologues Serge Bouchard et Bernard Arcan, que j'ai eu comme professeur il y a longtemps, et tous leurs travaux sur les lieux communs. Il y a un lieu commun en patrimoine qui va me servir de fil conducteur, c'est-à-dire que le patrimoine, on dit toujours que le patrimoine témoigne de la mémoire collective, et on associe patrimoine et mémoire collective. Il y a une part de vérité dans ce lieu commun, mais il y a beaucoup de trous de mémoire. Le patrimoine, en réalité, il répond à des fonctions sociales symboliques. Il sert à donner du sens à une communauté. Il participe bien sûr à la construction d'une culture commune. Et d'ailleurs, quand on approfondit les recherches, pas simplement en patrimoine, mais plus spécifiquement dans le monde des musées, on se rend bien compte, et je vous donnerai quelques exemples, que les musées participent à la diplomatie culturelle sur la scène internationale. Donc, le patrimoine, il est normalement transmis à d'autres générations et c'est pour cette raison que normalement, il doit être protégé. Hein? L'objectif, c'est de traverser le temps pour les générations futures. Donc, je vais commencer par la perte de sens. Dans un premier temps, il y a un constat qu'on observe depuis quelques années. On assiste à une crise du patrimoine. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient d'évoquer. Mais quand même, ce qu'on croyait être des acquis de société, eh bien, c'est souvent remis en question. On peut penser à des cas qui ont été très médiatisés. Des démolitions de maisons classées. Je pense entre autres à la maison Boileau, où le maire de Denis Lavoie à Chambly avait commandé donc la destruction d'un monument historique qui faisait sens pour la collectivité. On ne parle pas de quelque chose qui est exceptionnel, mais quand même d'une communauté qui était bouleversée. Je me souviens des images en direct qu'on suivait de citoyens qui tentaient d'arrêter la machinerie qui allait détruire cette maison. Bon,
C'est sans compter tous les autres bâtiments historiques laissés à l'abandon. Mais je pense aussi à la démarche du ministère de la Culture ces dernières années pour refondre la loi sur le patrimoine en espérant qu'elle soit mieux adaptée, mais on se rend compte régulièrement, quand je discute avec Jean-François Nadeau du Devoir et d'autres journalistes qui suivent l'actualité dans ce secteur-là, on voit que les choses ne changent pas beaucoup. Je vais m'attarder sur un exemple qui me semble plus important peut-être que les autres. C'est le cas de la vente de la Maison Chevalier par le Musée de la Civilisation en octobre 2021, il n'y a pas si longtemps. Je ne sais pas si vous avez eu connaissance de ça. C'est vrai que c'était à Québec, c'est surtout les médias là-bas qui l'ont évoqué, mais on retrouvait ça aussi dans la presse et le Devoir régulièrement. Il y a quelque chose d'incompréhensible dans ce cas-ci, puisqu'il s'agissait de la première maison restaurée dans le chantier de Place Royale à la fin des années 50, qui allait amorcer tout le processus, donc, pas simplement de restauration, mais de fouilles archéologiques sur un des lieux quand même patrimonial les plus importants. Donc, c'est l'établissement, la première ville au pays. Il faut se rappeler aussi que après la restauration de cette maison, la Maison Chevalier est devenue, en fait, a été rattachée au Musée du Québec, est devenue un lieu d'extension du musée pour les collections ethnographiques, historiques, dans un quartier, bien sûr, très fréquenté par les touristes. Et puis en 1984, le Musée de la Civilisation, au moment de sa création, en a hérité, et c'est dans cette maison qu'on a vu apparaître les premières expositions de préfiguration du Musée de la Civilisation. Puis si je le souligne, c'est que le Musée de la Civilisation a été un des musées les plus importants, les plus signifiants au Canada, parce que c'est le premier musée qui va transformer la notion de musée de société et dont le concept et la manière va être reprise et exportée à travers le monde, et ça va donner naissance à des grands musées, notamment en Europe. Donc, le Musée de la Civilisation, il y a bien avant donc, de céder la maison en vente, ils avaient d'abord fermé et ils ont confirmé la vente de la maison au groupe Tanguay. Hein, les meubles Tanguay, propriétaire du Rouge et Or, une famille très bien implantée à Québec, mais avec beaucoup d'influence. Donc, on est devant un patrimoine collectif qui passe aux mains d'une entreprise privée, et on ferait croire que l'entreprise pourrait sauver cette maison-là. C'est assez curieux parce qu'ils tenaient absolument à faire leur siège social dans un lieu qui était totalement inapproprié. Il n'y a pas de stationnement, c'est difficile de se rendre là, il n'y a que les touristes. Et un siège social dans un quartier historique, ça n'amène pas de vie, il n'y a personne qui vit là. Bon. Il y avait d'ailleurs, pour avoir travaillé beaucoup avec les journalistes et la Société d'histoire de Québec, il y avait un scénario pour installer le siège social de l'UNESCO, ce qui aurait quand même fait du sens parce que même si le musée avait cédé la Maison Chevalier, ça restait donc dans le milieu de la culture et il y avait quelque chose de commun. Donc, ça ne créait pas de sens et de partage que de donner cette maison-là. Et je rappelle qu'ils l'ont presque donnée en dehors de la valeur marchande. Et comme c'est un lieu historique classé, toutes les restaurations seront faites aux frais de l'État. Alors que le Musée de la Civilisation aurait pu restaurer et confier cette maison à un organisme communautaire, un organisme culturel. Le compromis, ça a été de conserver les caves de la maison ouvertes aux touristes l'été. J'en dis pas plus. L'autre exemple qui est assez étonnant, c'est celui des espaces bleus. Tout le monde a, je pense, a suivi ça dans les médias. Il est régulièrement question. Au moment où le Québec vend la Maison Chevalier, justement, sous la valeur marchande, le premier ministre annonçait quelques semaines plus tard la création des espaces bleus pour sauver le patrimoine bâti. Alors là, on n'est pas... enfin, on est devant un paradoxe. L'État, très certainement, dans ce cas-là, ne donne pas l'exemple. Les espaces bleus, en même temps, je voudrais le rappeler, dans un séminaire tout à l'heure, on en a discuté, ils ont la même mission que les espaces rouges. Ça existe déjà, c'est rien de nouveau, c'est le réseau de Parcs Canada. Et si vous examinez
précisément l'énoncé de mission et les objectifs, c'est exactement la même chose. Créer de la fierté, mettre en valeur l'identité canadienne, c'est au fond un projet essentiellement politique. La question que ça pose, en fait, au moins deux questions. Quel message l'État envoie en privatisant un bien culturel collectif qui appartient à la communauté depuis très longtemps? C'est que malgré ce que dit la loi et ce que répètent les politiciens, le patrimoine n'est pas toujours important. On pourrait penser que ça crée une sorte de démobilisation des citoyens, c'est vrai, au départ, j'y reviendrai après, mais ça crée aussi un autre mouvement. La dernière question, le patrimoine donne-t-il encore du sens au vivre ensemble? J'aurais envie de répondre non, mais au contraire, ce qu'on observe depuis, c'est une grande mobilisation des citoyens contre le réseau des espaces bleus, contre les politiques du ministère de la Culture. Et je voudrais rappeler que formellement, là, la loi sur les biens culturels, qui est devenue la loi sur le patrimoine, a permis de constituer une collection qui est essentiellement virtuelle parce que depuis le début, ce sont les citoyens qui achètent les maisons, ce sont les citoyens qui les entretiennent et qui permettent que ce soit transféré à une autre génération. Il faut souligner l'Association des propriétaires de maisons anciennes. Oui, c'est vrai, le répertoire du patrimoine, c'est une collection virtuelle non protégée. Je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup, Yves Bergeron, pour ces propos quant à la perte de sens par le délitement de notre patrimoine. Accueillons maintenant Chantal Savoie, professeure au département d'études littéraires, titulaire de la chaire de recherche en histoire culturelle des pratiques non dominantes, également membre de l'Institut de recherche et d'études féministes. Elle nous parlera de la diversité dans et par l'histoire culturelle des femmes. Alors, merci de m'avoir invitée. Est-ce que c'est nécessaire que j'approche beaucoup le micro? Oui, quand même, d'accord. Parce que j'ai la réputation de parler plutôt trop fort que pas assez. Donc là, je vais essayer de me concentrer sur ce que je veux dire, puis ensuite, vous viendrez l'ajuster si ce n'est pas à votre goût. Donc, quel beau mandat, quelle belle invitation. D'abord, je veux remercier tout le monde qui fait en sorte que je suis ici devant vous aujourd'hui. Mais en même temps, beaucoup des points que je voulais soulever ont été déjà mentionnés, esquissés dans les présentations des collègues. Donc, je vais peut-être essayer aussi de focaliser sur les aspects, sur les liens peut-être entre nous, mais sur les différences. Mais surtout, le format 7 minutes, d'ailleurs, je serais mieux de partir moi aussi ma minuterie, n'est pas un format très courant. Donc, je ne cesse d'osciller entre vous lire à peu près ce que j'ai préparé et qui devrait durer 7 minutes, mais parler plus librement. Tout le monde le fait, j'en suis certainement capable, mais ça va m'obliger à ajuster un peu mon propos. Vous avez toute notre sympathie. Oui, c'est ça. Bonne chance. Non, mais je vais essayer. Vous allez voir, c'est d'ailleurs une de mes conclusions, je vais l'annoncer tout de suite. Des fois, on ne peut pas réussir à tout faire, mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas tout faire qu'on ne peut pas commencer ici, maintenant. Donc, je vais essayer bien humblement. On a perdu 1 minute. Hein? Je sais. On va la rattraper dans les questions. Donc, comme je l'écrivais dans la petite présentation, les processus qui ont contribué à marginaliser les différentes contributions des femmes à l'histoire littéraire et culturelle ont été et restent nombreux, diversifiés et tenaces. Je m'intéresse à l'histoire, littéraire d'abord, mais c'est devenu culturel de manière plus large ensuite, depuis assez longtemps, pour voir que c'est pas vrai que les choses s'améliorent tant que ça. On améliore beaucoup de choses, mais il reste encore énormément de verrous à faire sauter. Dès qu'on trouve la solution à un problème, le pouvoir en termes de légitimité littéraire, pour reprendre les termes que je connais, se déplace. Donc, c'est une bataille à refaire très constamment. Mais il reste qu'on peut chercher à faire l'histoire littéraire et culturelle autrement. Puis mon expérience, ça a été d'aborder ces enjeux-là. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est pas tant les résultats des recherches, parce qu'ils sont toujours partiels. Il y a toujours énormément de temps à investir pour trouver des nouvelles sources, pour analyser ces sources-là. Malgré tous les outils et tous les miracles informatiques qu'on nous promet, ça prend énormément de temps. Donc, je vais vous présenter un peu les cadrages parce que je pense que les questions qu'on se pose et qu'on traduit dans nos recherches, parce que la recherche de terrain collective, j'en ai fait beaucoup au cours des dernières années, ont un impact sur les résultats.
de nos travaux. Donc, ça peut sembler tout simple, mais c'est à ce niveau-là que je voudrais ramener les choses. Quand j'ai commencé à travailler sur les femmes qui écrivent, c'était dans un corpus de femmes de lettres qui écrivaient au tournant du 20e siècle. Ça a été mon premier laboratoire et de là, j'ai construit le reste. D'abord, je n'ai pas travaillé sur une femme, j'ai travaillé sur une cohorte de femmes, alors que toutes les sources secondes disaient qu'il y avait eu très peu d'œuvres publiées par les femmes. Bien là, il fallait décoder finalement toutes les façons dont le genre, la question d'être une femme dans le milieu littéraire, d'être dans le milieu culturel, se traduisait dans le milieu littéraire. Parce que dans les faits, il n'y avait pas de loi qui empêchait les femmes d'écrire. Il y avait une série d'obstacles que les femmes devaient surmonter, mais plusieurs avaient réussi à s'insérer dans ce milieu littéraire et culturel-là, et on n'avait pas fait de place à leurs pratiques, on avait accordé une importance très momentanée à ce qu'elles écrivaient. Donc, l'histoire, au départ, de ce que les femmes n'avaient pas écrit, je la trouvais plus limitée. Je pouvais voir les verrous, c'est nécessaire de les reconstituer. Hein. Le fait que les femmes n'aient prétendument pas écrit ou très peu écrit, bien, ça venait du fait qu'on considérait seulement les grands genres littéraires, les romans, la poésie, l'essai. Puis là, c'est vrai qu'il y en avait moins. Ensuite, on considérait ce qui avait été conservé dans les bibliothèques. Et là, on ne parlait pas, c'est là que ça croise les enjeux de patrimonialisation. Il y a une série d'opérations qui conservent la mémoire collective. Et là, on avait perdu beaucoup de femmes parce que les œuvres avaient été publiées à compte d'auteur. Personne ne les avait conservées. Certains avaient des ayants droit, certains qui appartenaient à des milieux plus favorisés avaient légué leurs archives, mais, et là c'est drôle parce que dans les recherches qu'on fait en ce moment avec une équipe, bien, le legs et l'héritage des femmes célibataires qui n'avaient pas d'enfants, là, bien, il s'en est perdu encore plus que les autres. Or, c'est celles qui avaient du temps, la question des âges de la vie. Donc là, toute cette réflexion-là m'a amené à considérer deux choses. Comment le fait de travailler sur les femmes, c'était travailler sur des femmes extrêmement diversifiées, de différents milieux, de différents âges, et tout ça était supposément dans une même catégorie, c'était des femmes. Il y avait des différences énormes d'une à l'autre. Et parce que, oui, je suis en train de perdre le fil de mon idée. Donc, il y avait des femmes, elles étaient extrêmement diversifiées. Et là, tout à coup, les raisons pour lesquelles on avait négligé leurs œuvres, leurs textes, on ne les avait pas pris en considération, étaient tout aussi nombreuses. Et là, on s'est mis à se dire, parce que c'est des recherches que j'ai faites en équipe, j'étais à ce moment-là déjà membre du collectif qui fait l'histoire de la vie littéraire au Québec. Là, je pourrais en parler pendant 3 heures, je vais raccourcir ça, mais c'était une équipe dans laquelle, bon, moi, je m'intéressais aux femmes et on s'intéressait à tout ce qui n'était pas que la littérature dominante. Donc, j'avais des interlocuteurs que ça intéressait, mais j'étais toujours presque la seule à couvrir les corpus littéraires des femmes. Donc, supposément qu'il n'y avait pas de traces. Or, quand on allait dans les journaux, on avait réussi, pour une époque où il y avait supposément 3 femmes qui écrivaient, on en avait recensé 75. On avait retrouvé beaucoup de leurs textes, on avait retrouvé quelques photos, quelques archives, et là, on avait vu certains genres littéraires plus appropriés, plus propices à ce que les femmes s'insèrent. On avait vu aussi tout un système médiatique qui faisait en sorte que ce qui était dévalorisé, comme bon, l'arrivée des journaux, hein, être payé pour écrire, c'était assez scandaleux parce que l'art n'avait pas besoin qu'on les paye. Donc, les femmes qui écrivaient pour de l'argent, ma foi, on les déconsidérait. Même chose quand c'est devenu tout à coup plus intéressant d'écrire dans les journaux. Bien là, on a vu disparaître les femmes et on a vu les chroniqueurs masculins occuper ces tribunes-là. Là, faire de la radio, ça, c'était pas si intéressant. Les femmes se sont massivement déplacées vers la radio. Donc, c'est une histoire d'intermittence. Et d'entrée de jeu, le pari, ça a été... Moi, j'aimerais travailler à une histoire de ce que les femmes ont écrit, de ce qu'elles ont réussi à faire, plutôt que de constamment revenir à comment on les a empêchées. Les deux vont forcément ensemble, mais cette petite différence-là, quand même, m'amenait à avoir une perspective plus positive et qui, évidemment, se modelait selon les différentes époques.
Donc, ça a été un premier laboratoire. Puis là, je n'étais pas la seule à faire ça. Hein. Des gens qui faisaient de l'histoire littéraire des femmes et depuis les années 70, depuis les années 80, il y en a qui avaient fait la critique d'abord des disciplines et de la discipline littéraire avec son attention constamment tournée vers ce qui était dominant et le plus légitime. Après ça, quand on s'était mis à chercher des femmes, on en avait trouvé quelques-unes. Bon, c'est sûr qu'on n'arrivait on arrivait rarement, devrais-je dire, à montrer toute la richesse d'un roman fabuleux qu'elles n'ont jamais écrit pour toutes sortes de raisons, comparé à l'œuvre qui était jugée canonique pour son époque. Donc, il y avait toujours ce décalage-là qui me dérangeait un peu. Mais surtout, malgré l'accumulation de sources qui documentaient ce que les femmes avaient fait, que ce soit les biographies, les analyses de corpus de ce que les femmes avaient écrit, je pense à Robertine Barry, par exemple, elle avait une œuvre suffisamment importante, puis quand on s'est mis à chercher des femmes qui avaient écrit, qui avaient eu un impact sur leur époque, on l'a trouvé. Mais ces résultats-là restaient généralement dans des thèses. Elles n'étaient même pas publiées sous forme de livres. Et là, on avait tout le temps une femme contre la masse de la légitimité littéraire. Et même après 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, puis c'est pour ça que au moment de proposer le projet de chaire, j'ai voulu revenir sur les femmes en me disant, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On n'arrête pas de trouver des nouvelles auteurs, des nouvelles façons d'aborder les corpus des textes qu'elles ont écrits et qui ont souvent été jugés importants à leur époque. Et là, je me suis dit, il faut travailler sur les récits. C'est pas possible quand... Oh, j'arrive pas à 7 minutes, ça peut pas être vrai, là. Vous êtes rendu à 9. Oh non! Bon, ne jamais parler. La prochaine fois, je lis mon texte, c'est ça? Je peux-tu quand même avoir un petit mot de la fin? Les solutions que j'ai envie d'amener, parce que moi, votre invitation, je la trouvais extrêmement stimulante, puis en même temps, je la trouvais décourageante. C'est sûr qu'il y a tellement d'ouvrages et on a si peu de temps. Et notre système de la recherche nous invite tout le temps à considérer que nos résultats, c'est ce qu'on publie, c'est ce dont on rend compte quand la recherche est finie. Alors que moi, ce que j'ai le plus transmis depuis 20 ans, c'est le processus, c'est le comment faire de la recherche. Et c'est ça qui fait que les étudiants avec qui je travaille aujourd'hui ont fait de l'histoire culturelle ici, maintenant, en équipe, en groupe. La diversité n'est jamais complète, mais on n'est jamais dans la singularité. Et tout le monde trouve de lui-même dans l'histoire, et ça, c'est une des expériences les plus fascinantes. Donc, je pourrais répondre si jamais ça intéresse davantage, mais mon mot de la fin, c'est pas parce qu'on peut pas tout faire qu'on peut pas commencer maintenant. Qui veut travailler avec moi? Merci sur cet accent sur le processus et sur le propos à l'effet qu'il faut tenir compte du processus et qu'il faut peut-être être attentif aux œillères qui font en sorte que certains auteurs, créateurs, créatrices de sens sont invisibilisés. À la façon dont on regarde, c'est quoi les résultats de nos recherches? Exactement. Moi, les résultats de mes recherches, c'est tout le monde qui travaille dans des cégeps, dans des universités et qui porte ce regard-là, critique, mais en même temps qui se met à la tâche. Alors, on vous écouterait tous et toutes pendant des heures, très sincèrement, et c'est pour ça que j'ai été très mauvaise animatrice parce que j'ai été très mauvaise gardienne du temps. Je m'en excuse, mais j'étais fascinée par vos propos. Alors, il est quand même temps de conclure notre panel en réfléchissant ensemble aux manières de favoriser la création d'un sens commun dans ce monde en transformation dont nous parlons depuis 1 heure. Peut-être en commençant par Serge Robert de l'Institut des sciences cognitives, peut-être revenir à vous sur cette manière de créer un sens commun. Que retenez-vous quant à la création de sens et du vivre ensemble dans le contexte actuel et quant à cette création de sens commun qu'on pourrait favoriser? Moi, je dirais ce que j'ai essayé de montrer, c'est que l'histoire cognitive de l'être humain l'amène à générer une mer de signes et que, compte tenu que notre activité cognitive est une activité privée interne à notre activité mentale, ça fait qu'il y a un gap qui s'est construit, qui était un side effect qu'on n'avait pas prévu. Dans le monde animal, l'interprétation des événements est beaucoup plus simple. Ils se ressemblent plus les uns les autres. Une meute de castors, ils se ressemblent entre eux, ils sont portés à interpréter les choses de la même manière. Moi, le plombier, je sais pas moi, le sacristain d'une église au Moyen Âge, nos ancêtres du Paléolithique,
C'est des univers culturels totalement différents avec des systèmes d'interprétation complètement différents. De sorte que la prolifération de nos activités cognitives amène, ça va de soi, cette conséquence de l'individualisation de l'interprétation et de la multiplication des interprétations. Et donc, la crise du sens, je dirais, si on avait été capable de l'anticiper, on l'aurait vu venir depuis des milliers d'années. Et aujourd'hui, on la vit de manière plus particulièrement profonde parce qu'on a développé toutes sortes de technologies de l'esprit, ce que j'appelle les technologies de l'esprit. Et donc, notre monde est rempli de langage. Et on fait de moins en moins d'actions physiques, et on fait de plus en plus d'interactions avec le langage. Il y a du langage partout. Je ne peux pas m'acheter un objet dans un commerce sans être obligé de lire le manuel d'instruction qui va avec. Je le comprends d'une manière, pas de la même manière que quelqu'un d'autre. Et donc, à ce moment-là, il y a atomisation de l'interprétation sémantique. Mais il y a des enjeux. Et autour de cette table, on a parlé de tels enjeux. Des enjeux qui font en sorte que notre avenir est compromis, le monde biologique est compromis et le monde humain au sein du monde biologique est compromis. Et donc, à ce moment-là, je pense qu'autour de cette table, il y a des dénominateurs communs qui sont trouver les moyens de vivre dans le respect de la biodiversité et dans le respect de la diversité humaine qui est de plus en plus croissante. Et je pense que l'idée d'avoir cette activité sur le vivre ensemble et de donner un sens à notre monde, c'est une idée géniale que nos agents de recherche et de planification ont eue et qui, comme vous le voyez dans mes propos, m'emballe. Et je pense que c'est le thème important des sociétés actuelles. Notre survie comme humain et la survie du monde biologique sur cette planète en dépend. Et je pense qu'on n'a pas le choix. Mais en même temps, comme je le disais, ça prend une éducation. C'est-à-dire que ça ne va pas de soi qu'il faut protéger les êtres vivants, qu'il faut valoriser la diversité humaine. On n'a qu'à regarder les idéologies de droite qui sont très populaires dans beaucoup de pays occidentaux dans le monde. Et à ce moment-là, ce sont des amplificateurs de cette course vers la destruction, ces idéologies-là. Et pour les contrer, mais ça prend l'éducation. Comment découvrir la fragilité de notre monde naturel? Des programmes comme les sciences d'environnement. Comment découvrir la fragilité de nos sociétés humaines? Bien, penser à l'importance du patrimoine, l'importance de donner les conditions d'accès à la vie sociale à des gens qui ont des difficultés et ainsi de suite, donner aux femmes les mêmes chances que les hommes, ce qu'elles n'ont jamais eu dans l'histoire, et ainsi de suite. Et je pense que, comme je disais tantôt, et que mon collègue l'a repris, Yves le reprenait, c'est l'interdisciplinarité que nous mettons en œuvre dans nos instituts, c'est la seule arme par laquelle on peut, sur le plan éducatif, contribuer à se vivre ensemble et à donner un sens à notre monde. Et en ce sens-là, moi, je trouve que nos agents de recherche et de planification font un travail merveilleux. Elles nous ont dit l'an dernier, il faut que vous parliez d'interdisciplinarité. Et cette année, je trouve que c'est une suite logique tout à fait cohérente pour parler du vivre ensemble. Merci pour Oui, puis pour revenir sur la pertinence de cet événement. Est-ce qu'on a le temps pour un mot de la fin, d'une phrase de la part de chacun et chacune des panélistes? Une phrase ou deux maximum. Éric Pinault, peut-être, on vient de parler de biodiversité. Ben, tu sais, moi, dans le fond, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a des préconditions culturelles à vivre dans un monde fini. Et ces préconditions culturelles-là, c'est prendre acte de la fin d'une certaine modernité progressiste. Progressiste fondée sur ce que j'appelle un vivre ensemble fossile. Notre émancipation sociale a passé par l'idée qu'il fallait s'émanciper de la nature, s'émanciper de cette planète et de sa finitude. Et ça, c'est plus possible. On est hors. Donc là, on a un travail de reconstruction, de sens, de récit. Les trajectoires que nous donne le GIEC, les solutions que nous amènent, s'ils ne sont pas mis en récit par les gens, s'ils ne sont pas traduits dans quelque chose qui peut résonner dans notre quotidien, je pense qu'on n'arrivera pas à faire les changements qu'on a besoin. Fait que c'est plus qu'une phrase, mais c'est ce que je voulais dire. Merci, Djenaba Ndiaye. Ouais. Voilà. Un mot de la fin, Djenaba, on a parlé... Certainement pas moi.
On a parlé de diversité humaine. Oui, mais merci beaucoup. Écoutez, c'est une belle initiative. Et puis, je pense sérieusement que parler de vivre ensemble, ça commence d'abord par, en fait, appliquer les valeurs de façon universelle et équitable. C'est-à-dire créer un milieu qui favorise cette équité, cette inclusion. Concrètement, en parlant des réfugiés, selon certaines... Je vais aller très, très rapidement. Je vais juste finir là-dessus parce que je regardais en fait quelques données du Conseil des avocats en immigration, Conseil canadien des réfugiés. Alors, il est mentionné que plus de 95% des réfugiés ont développé un sentiment d'appartenance envers le Canada. Parce qu'ils veulent s'intégrer, ils veulent travailler. Alors, donc, je pense que c'est important de comprendre que les gens qui arrivent après 6 mois, 7 mois, à travers des routes sinueuses, qui sont exposés à des dangers, ne le font pas parce qu'ils veulent venir au Canada. Ils le font parce qu'ils fuient des persécutions et dans leur trajectoire, ils cherchent des solutions. Et je pense qu'on a suffisamment de valeurs, nous autres, ici au Québec, au Canada, permettant de pouvoir, je ne dis pas d'ouvrir les portes pour que tout le monde arrive, parce qu'on a des balises, on a des règles, on les applique, on a des processus, on a des procédures. Mais il faut le faire avec ce que nous pouvons faire de mieux, c'est d'être humain et de rester humain. Merci. Merci. Quelque chose à ajouter, Luc Fauché ou Yves Bergeron? Vous n'êtes pas obligés, hein, mais si vous voulez, si vous voulez ajouter un mot de la fin. Oui, j'aimerais bien. Alors, vas-y. Ben, j'aimerais refuser votre invitation et vous inviter tous, en fait, et toutes à prendre la parole. Je pense qu'à l'intérieur des instituts, c'est un endroit pour la prendre, cette parole-là, puis pour la donner aussi aux autres. Merci. Une phrase. Yves Bergeron. J'ai donné tout à l'heure surtout des exemples qui sont proches de nous et j'ai envie de vous proposer de regarder au-delà de notre frontière. En octobre 2022, les forces russes ont pillé des milliers d'artefacts dans une quarantaine de musées en Ukraine. Ils ont détruit 152 sites culturels. Et c'est surtout, souvent en temps de guerre, qu'on découvre que le patrimoine, ce n'est pas simplement une affaire d'objets, d'architecture, de trames urbaines, de paysages humanisés puis de traditions. Mais tous ces éléments-là sont très importants parce qu'ils sont des signes tangibles, symboliques d'une culture. Et dans le cas de la guerre, là-bas, il est clair que la Russie souhaite détruire les signes d'une culture qui est distincte de l'Ukraine pour conserver seulement les symboles russes. C'est pour ça qu'on détruit, puis en même temps qu'on pille. En même temps, on le voit bien que le patrimoine, c'est un véritable enjeu de société parce qu'il sert aussi, comme la culture de manière générale, de ciment social. Alors, ce n'est quand même pas si inutile, je pense. Merci. Et enfin, Chantal Savoie. Je n'avais pas utilisé mon temps. Non? Je veux revenir peut-être au fait que moi, j'ai besoin d'écouter pour faire de l'histoire culturelle. J'aime ça, aider à poser les cadres. J'ai acquis une sorte d'expérience parce que j'ai ratissé le terrain d'histoire littéraire et culturelle des femmes. Mais quand j'enseigne, j'écoute qui est devant moi et j'ai envie de terminer en disant « Dis-moi qui tu es et je vais t'aider à trouver une façon de contribuer à l'histoire de notre culture commune. » Parce qu'il y a des liens entre toutes les personnes. C'est jamais arrivé qu'on ne trouve pas de lien, y compris en se tournant vers le passé. Il y a eu plein de traces d'altérité dans le passé. On ne les a jamais cherchées. On fait comme si ça n'existait pas. Les gens pensent que tout était très, très, très rétrograde avant, mais énormément de choses ont laissé des traces. Donc, écoutez. Merci beaucoup pour ces mots de la fin. Donc, merci à toutes et à tous pour ces réflexions qui montrent bien, je pense, la force d'avoir un regard pluridisciplinaire sur une question aussi complexe que la perte et la création d'un sens commun. Nous repartons, je crois, à l'issue de cette conférence avec quelques pistes favorisant une meilleure compréhension du contexte actuel et qui offrent des pistes d'action concrètes. Je vais vous paraphraser. On ne peut pas tout faire, mais on peut quand même commencer dès maintenant. Et pour ce qui est du lien, on a un petit cocktail qui nous attend. Donc, je vous invite à rester et à poser vos questions directement aux conférenciers et conférencières.
D'abord, merci beaucoup, Stéphanie, d'avoir accepté de venir animer. C'était un défi. Et je pense, Serge l'a nommé, mais je pense que je parle au nom de tous mes collègues directeurs ou directrices d'Institut. Sans nos directrices, coordonnatrices, agentes de recherche et de planification, quel titre, ma foi, sans elles, des événements comme ça ne verraient pas le jour et nos instituts ne seraient pas aussi bien alimentés et on n'aurait pas autant de réflexion. Bon, je pense qu'on est tout le monde d'accord là-dessus, mais je tenais à le souligner, que c'est grâce à elle, je souligne, elle, que c'est grâce à elle que ces événements existent. Voilà. Donc, merci encore et bon cocktail.